Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer une petite heure avec Stéphane, alias Run Stéphane, une figure bien connue des réseaux sociaux de course à pied dans les années 2000 et 2010, et notamment sur Ultra Fondu, bien sûr, qu'on devrait peut-être appeler davantage maintenant Ride Stéphane ou Cycle Stéphane, puisque bien, le principal de son activité sportive aujourd'hui se fait plutôt assis sur une selle. Donc, bonjour Stéphane, comment vas-tu? Bonjour Emmanuel, ça va très bien, merci. Euh, et toi? Moi, je vais parfaitement bien. Je suis en bonne compagnie, donc je suis joyeux Ah ce cool, matin. c'est sympa. Tu reviens tout droit d'Angleterre, là, hein. Tu es encore un petit peu décoiffé. Yes! Et puis le jet lag? C'est ça. Tu as marché, couru. Ouais, j'ai couru un petit peu, j'ai couru 2 fois sur 4 jours quand même. Donc ça, c'est presque un record depuis ces derniers mois. Et j'ai beaucoup marché, ouais, j'ai travaillé un peu comme je voulais vu que j'étais un peu tout seul le soir. Donc j'ai bossé le soir et j'ai marché, j'ai profité de la ville la journée. Voilà, Donc, c'était pas mal. rappelle-nous un petit peu ton activité professionnelle. En quoi ça consiste? Eh bien, je suis ingénieur d'études dans un laboratoire du CNRS qui s'occupe d'un énorme laser de puissance et qui propose des expériences avec ce laser à des utilisateurs internationaux. Donc, ça a l'air assez compliqué. On n'est pas Ouais, dans la comptabilité de l'entreprise du coin. Et du non, coup, mais en fait, ça ouais. te, ça nécessite que tu t'aères un petit peu l'esprit. Ouais. Mais en fait, enfin, moi, je fais pas du tout de science. Je m'occupe de la machine elle-même. Donc, je fais du développement informatique pour intégrer, je sais pas quoi, plein de capteurs différents, des caméras, des choses comme ça, sur la machine pour que la machine puisse être contrôlée par des gens qui s'occupent du laser. Donc, je suis ni chercheur qui viennent en expérimentation ici, ni lasériste qui vraiment font, enfin, cette équipe-là fait de l'optique à fond. Et moi, je fais uniquement du développement informatique. Donc, que ça soit ici ou, euh, récupérer des données de satellites géostationnaires ou d'éléphants de mer, ça change pas grand-chose. Et c'est des trucs que j'ai déjà fait dans le passé. Voilà. Et ça besoin, oui, enfin non, besoin de s'aérer, je sais pas. Euh, j'ai besoin de m'aérer au quotidien. De toute façon, je pense, quelle que soit mon occupation, j'aurais besoin de m'aérer. En tout cas, oui, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît désormais et tu passes quand même pas mal de temps en extérieur depuis tout ce temps. Tu as une certaine appétence pour les endroits où il n'y a pas trop de monde d'une part et Ouais, plutôt de la nature. ouais, j'ai un petit côté asocial. Je ne supporte pas les bouchons en voiture. Et, ouais, je privilégie les sorties, enfin, où je privilégiais les sorties où il y a peu de monde, ou les courses où il y a peu de monde. Ouais. Alors, tu dis que tu privilégiais à l'imparfait, donc aujourd'hui tu es plutôt cycliste majoritairement, même si tu cours toujours. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment tu t'es mis à courir, comment c'est venu? Alors, ça a commencé tout jeune, au berceau déjà. Non, ça a commencé à l'adolescence avec un copain voilà, qui était un peu comme moi et on courotait et on s'amusait bien. Mais déjà à l'époque, en fait, même jusqu'au lycée, on faisait des trucs un peu bizarres que personne faisait. On allait au lycée en courant, par exemple, c'était pas loin, hein, il y avait 5 bornes, quoi, 5 ou 6. Mais enfin, en terminale, quand tu arrives au short, bon, ça se fait moyen, quoi. Enfin, on n'était que deux à le faire, je pense. Donc, voilà, on a fait des trucs un peu comme ça. On faisait des petites courses aussi locales. Euh, et puis après, j'ai eu une coupure pendant mes études, enfin, où j'ai
quasiment, enfin, j'ai pas complètement arrêté, mais je courais vraiment très peu souvent. Et puis ça a repris quand j'ai recommencé un boulot en 2001, qui était, enfin, je travaillais au milieu de la forêt et il y avait une équipe de coureurs et donc je me suis mis à recourir beaucoup à cette époque-là, en 2001. Et puis, on faisait 2, 3 sorties par semaine. C'est des gens qui faisaient du marathon, qui suivaient des entraînements super structurés et tout. Et donc, bon, je les accompagnais pour les accompagner, mais la structure elle-même, des plans, c'était déjà pas mon truc. Et puis, donc, j'ai commencé à faire un premier ultra en 2005. C'était le trail du Vulcain et ça devait faire un petit, un chouïa plus que 50, peut-être 52 kilomètres, un truc comme ça. Et c'était en 2005 et c'était sous la neige, dans la neige. Et j'avais adoré ça. Et pourquoi tu t'étais retrouvé sur cette ligne de départ de ton premier ultra? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé des courses habituelles à Euh, ça? C'était une sortie groupe de cette équipe de coureurs du boulot. Euh, alors, il y avait ça. Et puis, en fait, je venais de tomber dans Ultra Fondu par un concours de circonstances euh, extraordinaire, enfin improbable. Et voilà, donc ça a été, ça a été un peu concomitant là, l'idée du groupe de partir là-bas, parce que sur le Vulcain, il y avait plusieurs courses. Hmm. Donc il y a des gens qui faisaient bon, peut-être une course de 20 kilomètres et puis d'autres qui s'étaient inscrits sur le 50. Et puis en même temps, j'avais eu connaissance d'Ultra Fondu mais je pense que c'était quelques mois avant seulement. Ça doit être à la toute fin 2004 que j'ai connu Ultra Fondu et ça m'a ouvert l'esprit. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as découvert ce forum gris à l'époque, ces gens un petit peu bizarres, qui étaient peut-être aussi bizarres que toi d'ailleurs, parce que tu étais déjà Ouais, bizarre, semble-t-il. ouais, je pense. C'était l'adéquation en fait. C'était des gens. Alors, enfin, déjà, c'est courir au-delà du marathon. J'en avais jamais entendu parler et je le concevais même pas en fait. Un truc, une course comme les 100 km de Millau, t'avais jamais spécialement entendu Ah, parler ou non, non? non, Ok. non, non. J'ai été assez pas renfermé, mais ouais, j'allais pas voir. C'était pas un truc dont j'étais curieux en tout cas. Et ouais, j'ai trouvé des gens super intéressants. Euh, avec de l'époque avec qui je n'ai pas forcément énormément de contacts, mais enfin ou avec vraiment quelques-uns quoi. Mais en tout cas, ce sont des gens avec qui j'ai discuté pendant très longtemps et même même sans les avoir vus pour certains. Que voilà, j'en ai vu un l'été dernier. Non, c'était il y a ouais, 1 an et demi. C'était l'été 2023, je crois. Et donc, ça faisait quasiment 20 ans qu'on se côtoyait uniquement par virtuel, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est des. Je sais pas si on peut dire des amitiés parce que c'est. Ouais, si, je pense. C'est des amitiés qui ont duré et qui durent encore. Hmm. Alors tout le monde avait un petit peu on peut parler un petit peu de grain de folie, ou en tout cas cette idée d'essayer de voir ce qui se passe quand on tente des trucs un petit peu barrés. Cet enthousiasme pour une activité à peu près vaine qui ne sert finalement à rien, mais voilà, qui motive et qui fédère ces gens-là. Et puis il y avait aussi toute une partie beaucoup plus scientifique, si on peut dire, presque une démarche scientifique de l'étude de soi-même, de son corps, de son fonctionnement, de son esprit aussi. On peut penser à Laurent Vercueil, François Castel, qui apportait beaucoup
de cette vision, de cette approche scientifique, que ce soit du côté du cerveau ou du côté de la préparation mentale. T'as appris des choses sur toi, sur les gens, sur le fonctionnement de Ouais, nos organismes? j'ai appris des choses, je saurais pas dire en 30 secondes là ce qui m'a forcément le plus marqué mais ouais, j'aimais déjà l'idée de d'être cobaye en fait. Ouais, le fait d'être cobaye, sur le principe, j'adore ça. Et et oui, aller un peu titiller les limites ou essayer de voir ce qui se passe quand on va un peu trop loin, bah, c'est assez sympa. Et aussi passer par tous les stades de bien-être mental ou alors complètement pas bien-être du tout, quoi. Cette, ce changement dans la mentalité le long d'un effort long, disons. Ouais, ça j'aimais bien. Et ouais, je trouvais très intéressant l'approche vraiment préparation mentale de François. Et puis, ouais, entre autres, les apports vraiment scientifiques étayés de Laurent ou de Guillaume Guillaume Millet, en effet, oui. Millet. Ouais, ça nourrissait mon appétence scientifique en fait, parce que j'aime quand même bien ça, les sciences. La nutrition aussi avec Corinne Ouais, qui apportait son expertise sur le sujet. Et tu as évoqué le fait d'aller trop loin parfois. Alors c'est vrai que dans ces courses de très longue distance qui durent des dizaines d'heures, parfois on expérimente les uns après les autres des états au top du top où on plane absolument et puis par moments on est plutôt vers le bas et ça se passe plus difficilement. T'as souvenir comme ça de deux, trois moments où tu étais à ces deux extrémités, justement, une plénitude euh, absolue et et un mal-être profond. oui, mais oui et non. En fait, je me souviens des états de plénitude, notamment mon premier. En fait, attends, non, je crois que je me suis trompé. Le Vulcain, ça doit être 2006. Ça devait être 2006. Et en fait, j'avais déjà fait une course, mais c'était un marathon, mais le marathon du Mont Blanc. Et ce qui équivaut à un ultra quand même, Hmm. parce que j'avais mis plus de 6 heures. Et justement, on passait un col, alors je me rappelle plus ce que c'était, mais je m'étais retrouvé dans un état d'euphorie et d'amour des autres, d'ouverture sur le monde, tout ça. Euh, et j'en avais pleuré. Et ça, je pense que c'est ça qui a fait la bascule, qui m'a fait dire, ouais, non, en fait, le marathon, c'est pas pour moi, ou le semi, c'est pas pour moi. Je veux pas de ça. Je veux des trucs qui soient suffisamment. Alors, le marathon, c'est dur aussi, quoi. Mais en fait, je pense que j'ai jamais vraiment fait un marathon en allant aussi loin, quoi, dans mes ressources. Alors que l'ultra propose ça assez facilement, en fait, parce que ça peut être vite plus difficile avec le temps, quoi, en tout cas. Hmm. Et ça, c'était. Ouais, l'intensité de l'effort en elle-même est moindre, mais Ouais, effectivement, il y a ce temps long qui fait ça nous chamboule sans doute physiologiquement quelque part, et ouais, là-dedans, ça commence à tourner de manière un peu différente. Ouais. exactement. Ouais, plus que l'effort lui-même. Ouais. Et puis sinon, ouais, enfin, il y en a plein des états de plénitude ou vraiment, ou même sans ça et sans être un performeur, tu t'arrives en fin de course et tu dis, bah, ouah, j'ai pas eu de coup de mou, quoi, je suis trop fort. Enfin, ou alors, en tout cas, ça s'est très très bien passé et tu profites des derniers kilomètres, même si c'est un peu foireux, si tu es en ville et que t'aimes pas vraiment ça et c'est plat et que tu voudrais monter encore. Tiens, Et, tiens, ne ferais-tu pas allusion à l'écotrel de Paris? eh ben,
Je pensais pas à ça exactement. Je pensais à une Aurigole qui, Oh, mais ça s'est passé aussi sur les Cotterelles. Ouais, un, aux 10 derniers kilomètres là qui sont pas, enfin qui sont, ouais, ça dépend comment tu t'en souviens des années, enfin des épreuves, précédentes, des fois précédentes. Mais ouais, je me rappelle d'une Aurigole où j'étais pas spécialement bien classé, hein, mais où je n'avais pas eu de coup de mou et en fait ça se finissait sur, je sais pas, 3 ou 4 bornes de plats pas intéressants du tout, mais il fallait bien rentrer et là où j'ai couru tout le long et je me suis dit bah ouais cette course-là je l'ai réussi. ouais, Mais c'est bien parce que l'Origole, c'est quand même la course la plus dure au monde, hein. Moi, j'ai abandonné 3 fois, je crois, dessus, sur 3 participations. Donc, bah, je vais c'est pas te c'est- contredire, hein, Manu. c'est un C'est une calvaire, des ce courses les truc. plus difficiles. C'est vrai. Fallait être bien motivé pour aller au bout. Et sinon, ouais, alors un truc, si maintenant j'y repense, un, un des trucs où j'ai été, un des moments où j'ai été le plus mal, c'était sur un Tour des Géants en pleine nuit. J'ai eu globalement beaucoup de mal à gérer le sommeil sur toutes mes courses qui duraient vraiment très longtemps. Alors sur 1 ou 2 nuits, ça c'est jouable. Enfin la première nuit, généralement, je dors pas. Mm. Enfin, j'essaye même pas de dormir. Et la deuxième, bah, des fois j'essaye, mais généralement ça se passe pas très bien. Je dors pas et ça m'énerve et du coup je suis encore plus cassé quand je me remets à courir. Mais sur ce tort là, il faisait froid, nuit, fatigue, un peu de pluie. Je voulais dormir, j'avais pas réussi. Et c'était une descente pour aller sur une base vie qui était un peu foreuse, boueuse, avec un peu de caillasse. Et ouais, c'est une des seules fois où je me suis vraiment énervé contre moi-même. Ce qui n'a pas aidé à m'endormir 3 heures après quand j'étais à la base vie. Mais bon, voilà. Alors, on est sur Poirot ici, donc sur les sportifs du milieu du peloton, les sportifs qui ne sont rien. Ouais. Euh, et pourtant, tu as quand même quelques jolies réussites à ton actif. Tu parlais de l'Origole, les Cotterelles de Paris, tu as fait des jolis trucs. Tu as quand même, même si tu ne t'entraînais pas sérieusement, entre guillemets, sans plan d'entraînement, sans essayer de provoquer de pic de forme, ce genre de choses, tu avais quand même une forme, enfin, tu l'as toujours, une forme plutôt vers le haut du panier et aussi une Ouais. volonté qui essayait enfin, t'avais envie d'accrocher la meilleure place possible. Ah ouais, j'avais envie de me mettre la misère. Ouais. Ça, complètement. Et ça n'a toujours pas changé. J'ai fait peu de courses vraiment à la cool. Ouais, le but, bah, je regardais quand même mon classement, par exemple, ou mes temps en me disant, ouais, et si je suis à 120% du premier, c'est exceptionnel pour moi, quoi. Donc les classements, j'ai jamais vraiment fait attention. Euh, les temps un peu plus, entre 120 et 130% du premier, ça me tenait pas vraiment à cœur, mais c'était une bonne manière de savoir si j'avais performé à mon niveau ou pas, en plus de mes sensations. Ouais, plus que la performance, essayer de maîtriser ce que je faisais, quoi. Donc avoir un coup de mou, mais pas trop long, Ouais, le fait de pas, maîtriser ta ouais, course plutôt. maîtriser, ouais, ouais, sans trop de coups de mou, et puis en essayant de ne pas trop s'emballer sur un coup de boost, quoi, Ouais, sur un état de plénitude. ouais, ouais, ça, on l'a tous bien connu, hein, quand tout va bien, je sais plus qui disait ça, peut-être François, quand tout va bien, ralentis. Ouais. C'est là que le danger guette. Ouais. Alors, l'envie de faire toujours au mieux, et malgré tout, tu as participé, organisé à ces fameux off.
courses officieuses, si on peut dire, en tout cas ces rassemblements de coureurs proposés par l'un ou l'autre, sans être accolés à une course, à une compétition, à des dossards. Et puis voilà, l'un ou l'autre proposait de découvrir son parcours favori, une région, etc. Ça tenait à cœur aussi, ça, les off. Ouais, ça c'était ouais, j'ai fait pas mal. D'ailleurs, mon premier ultra en fait était un off en solitaire pour voir si ça passait et si je pouvais discuter sur l'ultra forum avec une certaine légitimité. Et Philippe Billard m'avait dit à l'époque qu'il y avait pas mal de monde qui faisait ça en fait, bizarrement, alors que, enfin, pour lui bizarrement parce qu'il n'y avait pas à connaître déjà quelque chose pour en discuter ou pour s'y intéresser. Et globalement, pour lui, ça changeait pas grand-chose. Ce qui est le cas, en fait, hein, d'avoir fait 45 km tout seul, ça change pas grand-chose pour, euh, pour se sentir ultra fondu, en tout cas à l'époque. Mm. Mais oui, oui, j'ai fait pas mal de off. Alors, ce que j'aimais particulièrement, enfin, ouais, c'est que l'organisation était minimaliste, quoi. On se donnait rendez-vous à une gare, typiquement, et on se disait bonjour, et en 5 minutes, on courait et on discutait tout le long du. Enfin, on discutait ou pas, mais en tout cas, on avait du temps pour discuter pendant la course. Et à la fin, on arrêtait à une gare ou je sais pas où, et on se disait au revoir, et c'était fini. En fait, c'était super efficace, super optimisé. Et j'aimais bien ce principe-là. Et puis, ouais, moi, j'ai pas fait. J'ai fait des offs en région parisienne. J'ai toujours été un peu réfractaire à prendre la voiture pour faire enfin, à prendre la voiture longtemps pour faire un peu de course. Et, euh, et sinon, j'ai eu la chance de ressortir une idée géniale qui était, je sais même pas qui, c'est peut-être de toi, non? Ou de Philippe, de faire un ultra fondu Megatoff, là, une succession de off perso, euh, donc de faire circuler un fanion le plus longtemps possible en France en ayant des successions de gens qui courent voilà, plus que le marathon et autant qu'ils veulent en fait, ou aussi peu qu'ils veulent, mais au-delà du marathon. Et de créer une chaîne comme ça sur toute la France. Et ça, c'est une idée qui m'avait euh, euh, impressionné. Enfin, je m'étais dit, mais ça, c'est l'idée du siècle, quoi. C'est le super truc. Et donc, cette idée-là, je l'ai ressortie à un moment, ça devait être en 2007 ou 2008, je pense, où le forum battait son plein. Enfin, il y avait beaucoup d'activités et j'avais ressorti ce truc-là. Ça avait tout de suite eu une adhésion de quelques personnes super motivées et, et surtout de Belges que l'on appelait les Célestes. Euh, enfin, parce que c'était un. Voilà, ils s'appelaient eux-mêmes les Célestes. Et alors, je sais plus, je crois que c'est Thierry Michel qui nous avait sorti un programme, mais dès le lendemain ou quasiment ça, sur 3 ou 4 jours avec je sais pas, 5 ou 6 relais déjà déterminés et tout. Ils savaient qui allait prendre, où ils avaient déjà quasiment fait leur parcours et tout ça. Et donc, voilà, au lieu que ça tourne en France sur quelques départements, c'est parti en Belgique. Il y a même eu, je me demande s'il n'y a pas eu un passage en Suisse. Il y a eu un passage en Allemagne. En Allemagne, c'est sûr, parce que c'est Ouais. c'est Sandrine qui ma compagne, donc qui l'a récupéré de Saïd à la Ah pas très oui, loin de la Saïd. frontière allemande. Ah oui.
Et voilà, et ça a duré, je sais plus combien de temps, une soixantaine de jours, je crois, un truc comme ça. C'était Ouais, ouais, énorme. ouais, ouais, ouais. Mais je confonds, en fait, il y a eu deux éditions et je confonds un peu les deux. Je prends les bonnes choses des deux et puis je mixe peut-être, c'est un peu trop. Enfin, j'en garde un souvenir un peu trop positif, enfin positif, où tout a fonctionné En vraiment très tout, bien. Non, je pense que la première édition a mieux fonctionné que la seconde. oui, complètement. Et la première, c'était bien en 2008, en effet, plutôt en début d'année. Ça devait être, je sais pas, février, mars, avril, peut-être un truc comme ça, janvier, Ouais, février, mars. avant la saison. Ouais. Parce que je me souviens de passages dans le Doubs, en Savoie, où il y avait de la neige, des gens passaient d'école, il y avait quand même pas mal de neige sur les côtés. Il y en a qui étaient frigorifiés de leur relais de 45 km tout seul dans la pampa avec ce drapeau et un sac qui s'alourdissait au fil des passages aussi. Ah ouais, Il y avait des petits malins qui il y a glissaient on avait un petit carnet dans lequel on notait chacun ses impressions, un livre d'or. Puis il y en a des petits malins qui glissaient des objets en plus. ouais, des petits goodies ouais, ouais. Ouais, donc ça, c'était une super expérience de partage, même si finalement tu voyais que deux personnes, quoi. La personne qui te donnait le fanion et la personne à qui tu donnais toi-même le fanion. Mais enfin, Mais non, sauf il y a eu quand même des sorties en groupe, quoi. hmm, hmm. Mais globalement, on n'a pas vu grand monde et pourtant, c'était un truc, ouais, c'était exceptionnel, quoi, à suivre. Mais il y avait vraiment un sentiment d'appartenance à un groupe, alors qui n'était pas physique, certes, qui était numérique sur un forum, sur un réseau social. Mais il y avait vraiment voilà, cette appartenance et le sentiment de fabriquer quelque chose ensemble, quelque chose d'assez grand, d'inédit. Parce que c'est vrai que il fallait y croire quand même à ce truc. Je ne sais plus combien il y a eu de kilomètres, 13 000, quelque chose comme ça, peut-être Ah ouais, ouais, parcouru. c'était, ouais, je me souviens plus. Mais ouais, c'était énorme. On n'avait pas pu faire tous les départements de France, mais pas si loin que ça non plus, je crois, même dans des coins où il n'y a pas grand monde. Ouais, c'est un truc qui avait. Mais enfin, l'idée était super, quoi. Donc, Je pense que ça vient de et Philippe, effectivement. ouais, bah ouais, Ce- c'est pas étonnant, ouais. Cette idée de spaghetti en course à pied. Et en parlant de personnes comme ça, est-ce que tu as à cette époque, ou même plus tôt, ou même actuellement encore, des gens qui t'ont inspiré, qui ont influencé ta pratique, où tu t'es dit, ouais, celui-là, enfin, voilà, est-ce que tu as un petit peu des idoles, si on peut dire, Ouais, 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 j'en ai un, je pense, qui a marqué mes, mes débuts. C'est Anton Krupicka, l'Américain qui a couru, qui recourt bien, enfin bien, il a toujours bien couru, mais qui recourt un peu plus, qui semble-t-il ferait l'UTMB l'an prochain, mais c'est pas, c'est des bruits de couloir. Mais ce gars-là, ouais, c'est le gars chevelu, barbu, torse nu, qui court avec juste son short et une paire de baskets qu'il a customisé pour avoir du zéro drop alors que ça n'existait pas à l'époque. Enfin, pas sur des, pas sur des chaussures faites pour courir vraiment longtemps. Et voilà, il avait fait un film, il avait couru 1000 miles pendant l'été. Je me rappelle plus en quelle année, mais ils en avaient fait un film, Indulgence, ça s'appelle. Et bon, bah voilà, le pitch, c'est lui torse nu tout l'été qui court dans la pampa. Et, et voilà, ouais, ce gars-là, courir énormément, énormément, ça m'avait, euh, ouais, ça m'avait peut-être pas ouvert des portes parce que c'est des gens qui courent beaucoup, j'en avais déjà côtoyé. Oh là là, je me souviens plus du tout des noms, mais peut-être des champions de France de 24 heures, des choses comme ça. C'était qui? Stéphane Laborie. hmm. Il y avait qui d'autre? Bon, il y avait quelques grands noms quand même. J'ai bonne Fabien mémoire. Oléa,
Ouais. Oui, et puis voilà, ouais, tous ceux qui faisaient des 24 heures au niveau Mohamed national, Magroun. ouais. Hmm. euh, ouais, mais voilà, le côté euh, à la cool de Anton là, qui fait et qui pour le coup ne semblait pas avoir de programme très structuré. Voilà, il se levait, il allait partir, il courait 4 heures, il revenait, il bouffait, Hmm. il repartait 4 heures après, quoi. Et ça, enfin, bon, il y a pas besoin de faire beaucoup d'études pour savoir que c'est pas très très bon pour optimiser la perf, en tout cas. Mais, Bah, il mais y a voilà. c'est un petit peu alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était un petit peu la méthode des marathoniens japonais qui couraient énormément, Énormément. Ouais. énormément. Ils faisaient 300 bornes par semaine. Mm. Et certains performaient. Alors, je ne sais pas si c'est le phénomène de l'entonnoir, qu'il y en avait beaucoup au début et qu'il y en a quelques-uns qui sortaient du lot et tous les Ceux autres qui étaient à résistent. l'hôpital. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Et il y a Ouais. encore quelques phénomènes aujourd'hui qui courent énormément comme ça. Bah, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as écouté Maud Ah ouais. la semaine dernière. Voilà, elle a des Ah kilométrages qui ouais. sont assez impressionnants. Ouais. Mais complètement. Je savais pas qu'elle. Je la connaissais, mais enfin, je la connaissais. J'en avais entendu parler, mais je pensais pas qu'elle faisait autant de bornes. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. Parce que 200, je l'ai fait une fois dans ma vie, je crois. 200 bornes hors course, 200 bornes dans la semaine. Et ouais. Ouais, en 2005 et 2006, j'étais à plus de 5000 à l'année et avec des semaines à plus de 200 en fin d'été, des débuts d'automne et Ah ça ouais. prend du temps. Ah ouais. Il faut s'organiser. Ouais. 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 Aujourd'hui, tu fais toujours beaucoup de kilomètres, enfin peut-être même plus, mais sauf que tu les fais principalement à vélo. Tu es Ouais. devenu un vélo taffeur, d'une part. Ouais. Bah ouais, parce que j'ai eu de plus en plus de lombalgie ces dernières années, et puis j'ai fini par aller consulter. Et en fait, j'ai des protrusions, je crois que c'est dans les vertèbres, enfin entre les vertèbres L4 et L5. Et le rhumatologue que j'avais vu après avoir passé un examen là m'avait dit, enfin il m'avait pris quelques minutes et il m'avait dit ce qui allait suivre, tout ça, les protocoles, enfin qu'il fallait y aller cool, tout ça. Alors je lui avais répondu que je courais quand même à peu près 70 km par semaine et il m'a répondu du tac au tac qu'il fallait arrêter de courir. Donc, je ne l'ai pas revu, bien sûr, et je me suis dit que je verrais comment j'adapterais. Et finalement, bah, j'en arrive là. Je pense que ça fait au moins 3 ans que je l'ai vu, ce gars-là, et j'en arrive à courir beaucoup, beaucoup moins. Encore l'année dernière, j'ai regardé, je sais plus quand, la semaine dernière, en janvier dernier, j'étais à 100 bornes, et là, je dois être à même pas 30, je pense, Ok, sur le mois. ok. Donc, je cours plus 2 jours d'affilée parce que ça tire vraiment beaucoup au niveau bas du dos. Et puis, je cours rarement au-delà de 10 km parce que, bah, pareil, même symptôme. Alors, Mais par contre, cependant, dans pas très longtemps, tu vas prendre le départ de l'Écotrail de Paris. C'est ouais, Christine qui a cafeté il y a quelques semaines. yes, ouais, et j'en suis ravi. Et j'espère que ça va se passer comme l'an dernier. L'an dernier, j'ai fait un seul ultra, c'était l'Ecotrail, mais en version 80. Et donc, j'avais un entraînement un petit peu plus élevé que en ce moment, mais pas beaucoup plus. Et c'était passé, mais nickel, quoi. J'avais pas eu mal au dos du tout, ni pendant la course, ni le lendemain. Donc ça avait été complètement bizarre et psychologique, je pense, hein, du coup. Mais donc, j'espère que ça va faire la même chose. Et puis, c'est que 45 km, donc j'espère que j'aurai suffisamment d'entraînement musculaire pour tenir et puis que ça va pas me faire trop de mal au dos quand même. Hmm, Voilà. Mais je pense que ça sera mon seul ultra de l'année. hmm. Et c'est vrai que bon, il y a un petit peu de dénivelé, mais on est loin des ultras, soit Ouais, côtiers, soit montagnards, où on a vraiment des longues montées, des longues descentes, qui pour le coup, d'un point de vue
articulaires et musculaires, surtout les descentes, sont Ouais. traumatisants. Là, c'est moins le cas. Oui, oui, complètement. Mon dernier vrai gros ultra en montagne, c'était l'échappée belle enfin, ouais, c'est vraiment les descentes qui tapent beaucoup, quoi. Donc, euh, donc, voilà, ouais, je me suis dit pour les ultras, ça sera plutôt plat maintenant. Et puis en fait, j'en fais plus qu'un. Donc je vais voir. Si celui-là se passe bien, j'en ferai sans doute un autre l'an prochain. Et par contre, à vélo, là, tu t'es lancé à corps perdu, si on peut dire, dans les ultras pour le coup. Ouais. Euh, tu as pas fait de cyclo traditionnel comme l'étape du Tour, ce genre de truc. Tu es directement allé vers des trucs plus longs, des formats plus longs. Ouais, bah en fait, ouais, je me suis mis au vélo parce que je viens au boulot à vélo. J'ai en gros 25 kilomètres à faire. Et en fait, en voiture, ça finit en bouchon parce que pourtant, je suis assez loin de Paris, mais il y a quand même de la circulation. Et je supporte pas ça, en fait. Donc, pour mon bien-être psychologique, je viens à vélo. Et en fait, j'ai commencé à faire de l'ultra assez vite parce que je suis entouré de gens qui aiment la pédale. Je pense notamment à Frédéric Pétaros, qui est un triathlète chevronné. Et donc, il m'a invité à un brevet des randonneurs mondiaux organisé par le club de Longjumeau, donc pas très loin de chez nous, à moi et Frédéric, qui organise donc des brevets qualificatifs pour le Paris-Brest-Paris. Et le premier brevet, c'est un 200 km. Il y a 200, 3, 4, 6 et 1000 organisés par le club. Et cette année-là, voilà, Alors, j'ai loupé le 200. Il m'a parlé du 300. Et je me suis dit, oh, mais ouais, tiens, ça, c'est une super idée. Et du coup, on l'a fait ensemble. Et puis après, on a fait 400, 600. J'ai emmené un collègue avec moi sur le 400 et le 600. Et à nous deux, on a fait le 1000 parce que ça semblait super. En plein été, il fait beau. On allait jusqu'à euh, quasiment Clermont-Ferrand. On descendait jusqu'à Ah oui. Clermont-Ferrand et puis on remontait par les châteaux de la Loire. C'est une super boucle. Il n'y avait pas trop de monde. J'ai adoré. Et puis on s'entend bien avec le 10 collègues là, et on s'est bien amusé pendant 3 jours. Et puis voilà. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire enfin, l'idée. Ça m'a persuadé de faire le Paris-Brest-Paris. Le seul frein que je voyais à cette organisation-là, c'est le monde. En fait, il y a plus de 5000 Hmm. participants. Et sur des courses à pied, déjà, je trouve ça énorme. Mais alors à vélo. Et en fait, c'est assez bien. C'est un système. On part par vague de 200, 250 cyclos. Et finalement, ça se passe assez bien. Il y a tout le temps du monde, mais pas trop. On peut choisir de rouler en groupe ou pas. Et je m'attendais vraiment à rouler en peloton pendant des bornes et des bornes. Et en fait, c'est pas. Si on ne veut pas de ça, on peut se dégager du peloton et puis être vraiment, enfin, un peu seul, quoi. Et l'ambiance est super. Et voilà, donc ça, j'ai bien aimé. Et Et puis, du ça te prend combien de temps, ça, Paris-Brest-Paris, euh, distance, dénivelé à peu près, et alors, le temps? distance, c'est un peu plus de 1000. Dénivelé, ça doit être un peu plus de 10 000. Et puis, temps, tu pars sur différents horaires. Enfin, tu dis à l'avance sur quel horaire tu veux partir, et on l'avait fait en un tout petit peu moins de 80 heures. Euh, voilà, il avait fait super beau, c'était vraiment des conditions exceptionnelles. Voilà, tout s'était super bien passé, et donc voilà, et on l'avait fait donc avec le collègue et avec Frédéric. Donc ça, c'était en 2023. Et euh, quelle différence ou au contraire quelle ressemblance il y a pour toi entre les ultras à pied et les ultras à vélo? Bah, il y a quand même la gestion du mental est vraiment similaire, quoi. Ce que je trouve
enfin, la plus grosse différence pour moi, c'est physiquement, c'est que à vélo, j'ai toujours dit que le vélo, c'était un sport de récup, ce qui est vraiment pas vrai. Mais de la manière dont je le fais, dont je pratique le cyclisme, euh, ça revient à ça. Les montées sont quand même plus difficiles que à pied, mais tu peux récupérer vraiment à la descente, alors que à pied, t'es tout le temps, pas forcément à 100%, mais pour avancer, il faut mettre un pied devant l'autre, alors qu'à vélo, bah, tu peux avoir des temps de pause où tu peux te lever de la selle, euh, tu peux dégager tes jambes des pédales tout en avançant quand même. Hmm. Donc physiquement, tu n'as pas mal aux mêmes endroits, mais c'est beaucoup moins violent pour le corps en tout cas. C'est beaucoup plus musculaire ou alors des articulations enfin, particulièrement les mains, les poignets. Euh, mais bon, il y a des prolongateurs pour changer un peu de position. Donc ça, tu as quand même plusieurs positions sur le guidon, donc il y a moyen de bouger un peu. Les fesses, Le, les, évidemment. pardon? Les fesses, évidemment, Ah, les non? fesses, évidemment, mais enfin, ça c'est de la chair, ça vient avec l'habitude et beaucoup de crème. Mais De la c'est vaseline, pas. de la vaseline partout, ça queen, disait Ouais, c'est ça. Eric Bonnot, si je ne me Eric trompe. Bonnot, ouais. Euh, voilà, et puis ouais, et puis les pieds quand même, enfin les la semelle en fait des pieds qui prend quand même de l'appui sur les pédales qui à la longue use et vraiment fait du mal physiologiquement. Mais voilà, après c'est des trucs. Bah, par exemple, après le Paris-Brest-Paris, ouais, je pense qu'il m'a fallu 2 mois avant de retrouver la sensibilité sur deux doigts en particulier de la main Ok. gauche. Bien, ouais, 2 mois bien tassés. Et après le Paris-Brest-Paris, bah, comme ça avait été une super expérience, on s'est inscrit avec le collègue sur une Race Across France l'an dernier. Donc ça, c'était en juin 2024. Ça faisait 2600 km de Lille à Mandelieu, donc à côté de Nice, en passant par Guignon, Clermont-Ferrand, Biarritz, les Pyrénées, le Oui. Ventoux, qu'on a zappé parce qu'on est tombé à un mauvais moment, il y avait beaucoup de vent, donc on a commencé la montée et puis finalement on n'a pas été jusqu'au sommet. Mais voilà, il y avait à peu près 15 000 mètres positifs, je crois, sur 2600 bornes. Et, euh, et au retour, voilà, j'ai eu encore les problèmes d'insensibilité dans certains doigts et il m'a fallu ouais, à peine 3 mois là pour récupérer pleinement. Ah ouais. Donc c'est des trucs, tu sais que c'est pas grave et que ça va revenir, mais voilà, t'es juste un peu engourdi des doigts pendant 3 mois. Mais globalement, ça va de plus en plus vite, j'ai l'impression, pour récupérer. Et puis, tu peines uniquement musculairement, quoi. Enfin bon, ouais, j'ai quand même eu une tendinite un peu sévère du, dent- du tendon d'Achille pendant la course, qui m'a fait craindre d'ailleurs que ça allait péter à tout moment, mais finalement, c'est passé. Mais ouais, t'as pas de choc, quoi. Et puis, c'est uniquement musculaire. Et donc, ça, surtout sur des efforts très longs, en fait, t'es pas fatigué. Enfin, de la manière dont je le pratique, t'es Oui, pas fatigué musculairement à la fin. oui, oui, Tu as des oui. moments où tu es vraiment fatigué, mais tu peux ralentir, tu peux récupérer, et à la fin, Bon, globalement, tu pourrais repartir pour autant, je pense. ouais, ça dépend peut-être l'intensité et l'intention que tu as en prenant le Ouais. départ. J'ai des souvenirs de reportages sur comment s'appelait-il? Roglic, je crois, sur la RAM, la Race Cross Ah America, ouais. enfin, qui avait des hallucinations sur son vélo parce qu'il dormait pas en fait. Il avançait sans cesse à des allures impressionnantes et il devenait complètement fou en fait. Il y a aussi
ce risque de la route qu'on connaît pas trop en ultra à pied, qui là est quand même, tu peux chuter, il y a des véhicules, ce sont des routes ouvertes, Ouais. tu sais pas où tu vas dormir aussi pour ceux qui dorment. Il y a de la logistique en plus peut-être. Euh, de la logistique en plus, disons que c'est un peu comme un off. Enfin, moi, le Paris-Brest-Paris, tu peux dormir sur des bases vie. Il y a plein de ravitaux et tu peux dormir sur chaque ravito. Euh, pour préparer ça, sur les brevets, tu es vraiment libre. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux aller dans un gîte ou un hôtel, tu es libre. Si tu veux dormir dans le bas-côté, tu es libre aussi. Sur le Paris-Brest-Paris, j'ai vu des gens, enfin, il y a une personne qui m'a particulièrement marqué. Il dormait sur le bas-côté, donc dans l'herbe, avec la tête sur la route. Il n'y avait que la tête qui était sur la route. Il était bien allongé en perpendiculaire. Bon, globalement, je ne sais plus où c'était, mais dans un coin paumé, il y a pas de voiture, il y a des vélos par dizaines qui passent. Donc le gars, il était assez. Enfin, il n'y avait pas de danger, quoi. Parce que même s'il y a une voiture qui arrive un peu vite, il y a tellement de vélos que de toute façon, les voitures peuvent pas aller vite. Mais ouais, enfin, là, tu te dis, bah, il doit être vraiment très fatigué, quoi. Mais de la manière dont je le pratique, ouais, enfin, voilà, donc la logistique, bah, si tu as besoin de dormir, si tu as besoin d'un sac de couchage, bah, faut le porter, mais en fait, c'est comme courir un ultra qui va te prendre 3 jours, quoi, hein, c'est pareil. Il faut gérer l'alimentation et puis le sommeil, bah. Sauf qu'en vélo, tu vas quand même beaucoup plus vite, donc pour l'alimentation, c'est pareil. Si la première boulangerie est fermée, bah, Mm. c'est pas grave. En France, en tout cas, en gros, Mm. tu pédales une demi-heure, tu as un autre village, une autre boulange, quoi. Mm. Donc, ça permet d'être un peu plus facile, un peu plus serein niveau tout, quoi. Pas uniquement que bouffe, mais. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi j'ai une pratique vraiment cool du vélo. Je sais que. Ouais, j'ai vu un reportage, enfin un Américain là, qui a fait la traversée Canada-Mexique, enfin la traversée des États-Unis. Il a commencé à la frontière du Canada et il s'est arrêté à la frontière du Mexique il n'y a pas très longtemps là. Et en fait, il s'est mis dans une boucle, enfin donc privation de sommeil, tout ça, parce qu'il voulait tenter le record de la traversée. Et il analyse son truc. À un moment, il se dit, attends, non, c'est pas ça, je confonds avec un autre truc du même gars, un même reportage. Enfin, pas le même reportage, c'était pas le même truc, mais il était. Ouais, c'était peut-être sur les 1000 kilomètres les plus rapides ou un truc comme ça. Je sais plus trop. Enfin, il est en équipe là, ce coup-ci, il est en équipe et il se met dans un truc, mais et il se dit, mais attends, le gars qui est dans la voiture, il m'a dit de m'arrêter. Pourquoi il veut que je m'arrête? Il veut que je perde du temps. En fait, il veut que je réussisse pas mon challenge. Il m'énerve. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils m'en veulent tous, en fait. Et voilà, il s'auto-centre et puis il part Ah, complètement en, ouais, en travers, quoi. ouais, Et ouais. donc, il lui faut un temps de récupération pour se dire, ah non, ouais, excuse-moi, j'ai été un peu loin et tu m'en voulais pas à ce point-là, en fait. Ah Donc, ouais. ouais, ouais, mais ça, ouais, le sommeil, c'est aussi en courant, quoi. Et puis, par contre, ouais, le côté dangereux, ouais, c'est ce qui me retenait un peu au départ. Et puis finalement, tu t'aperçois que bah, quand tu as vraiment envie de dormir ou quand tu as le nez qui pique, tu t'en rends compte, quoi. Et puis après, Mm. faut être assez courageux sur le moment pour prendre la décision de s'arrêter. Ce qui est pas forcément. Des fois, c'est super facile. Et puis, Mm. dans d'autres cas, quand il pleut, qu'il fait nuit, qu'il est froid et tout ça, c'est pas forcément facile de se dire, ah ouais, je serais quand même mieux arrêté. Ouais, Puis après, il faut ouais. trouver un coin où tu peux C'est vrai que au pour le coup, minimum t'abriter. le mauvais temps, le vent surtout, mais la pluie Ouais, aussi à vélo, c'est c'est pire qu'à pire qu'en pied. Ouais, courant. Ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais, t'es vraiment frigorifié. Et puis tu te dis, ouais, si je m'arrête 1 heure là, de toute façon, je dors pas, je vais me reposer, ok, mais pour repartir, ah, ça va être l'horreur. Ce qui est le cas, hein.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui une épreuve ou des épreuves comme ça qui te font rêver, que t'as pas auxquelles tu n'as pas encore participé ou même déjà participé, pourquoi pas, mais que tu aurais envie de refaire? Ouais, alors, bah, j'ai quand même un regret, enfin un regret, qui me vient à l'esprit là, j'en ai peut-être d'autres, mais de jamais avoir fini le Tour des Géants. Ça, c'est un truc qui me parce que j'ai quand même pris le départ 2 fois et c'est les 2 seules années où la course a été arrêtée. Hmm. Parce que, cause, mauvaise météo. La deuxième année, j'étais pas en super forme, mais la première année, j'étais vraiment bien dans mes éléments, tout ça et en plus, elle se finit, je sais pas, à 30 ou 40 bornes de la fin, donc Hmm. sur 300 bornes, tu l'as enfin ou 330, c'est un peu dommage. Heu, donc voilà, ça, c'est un de mes plus grands regrets et puis, sinon en course de rêve, bah, du coup, ça serait du vélo et bah, il y a la transcontinentale qui est vraiment, sur le même principe que la Race Across France qu'on a fait l'an dernier là. C'est un circuit qui change tous les ans, qui fait à peu près 4 500 kilomètres et surtout tu as un départ, une arrivée, tu as 3 ou 4 checkpoints avec des passages obligatoires, assez souvent, typés, un peu gravel quand même. Donc ouais, tu pas forcément sur de la route quoi. Mhm. Vraiment tu as 30 ou 40 bornes obligatoires, donc tu es suivi avec une balise et entre ces passages obligatoires, donc sur, 500 ou 1000 bornes quoi, hein, c'est libre. Donc celui qui adore la route, bah, il se rallonge et il fait de la route et celui qui veut faire un peu plus de sentiers ou couper un peu plus, et bah, il peut aussi Hmm. et j'aime beaucoup le principe. Voilà et puis, c'est vachement long, ça dure 15 jours donc Et mais ça, après il c'est, faut trouver tu vas dans quelle zone? Enfin, ça dépend chaque ben, année. alors ouais, ça change un peu mais globalement, c'est tu parles de l'ouest de l'Europe et puis tu arrives à l'est. Pour cette année, c'est en juillet, ça part de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Tu passes, donc et tu passes ça finit en Roumanie, je crois, sur la mer Noire, et tu passes par, bah, donc l'Espagne, la France, l'Italie, un peu de pays, je crois que tu traverses, il y a un checkpoint qui doit être en Croatie et puis après, je sais plus trop comment ça passe, mais, Bulgarie, Monténégro, en plus c'est des petits pays donc Hmm. tu tu as le choix et puis donc voilà, finir sur la mer Noire en Roumanie et ouais, ça c'est un truc qui me tenterait bien. Après, il faut trouver, les 15 jours pour la famille. Pour le boulot, ça devrait passer, mais pour la famille, c'est un peu plus difficile à négocier. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de notre petite discussion. Est-ce que tu as Ouais. envie de laisser un petit message ou de donner un conseil peut-être à des néo-coureurs, cyclistes, etc., qui rêvent en entendant ce que tu évoques, ce genre de course, mais qui Ah bah peut-être n'osent pas? s'ils rêvent de courses comme ça et qu'ils n'osent pas, il faut y aller. Il faut y aller parce que j'ai pas la prétention d'être, enfin, de toute façon, mon but, c'est pas d'arriver le premier, c'est d'arriver tout court, surtout à vélo là. Hem, Où en plus on ajoute un côté technique, mécanique qui peut être ouais, ça peut poser des problèmes, bah, vraiment plus qu'handicapants, quoi. Hem, il faut y aller. Le mental est un super outil, en fait. Ce que je retirerais de ma pratique, c'est que l'entraînement structuré, c'est très, très bien pour optimiser les choses, mais on n'a pas besoin de vivre dans un monde optimisé. Hem, Qu'il faut pas se mettre de limites, qu'il faut qu'il f que qu'un entraînement minimum permet de faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
Mon premier UTMB, je faisais 50 kilomètres par semaine de course à pied. Hmm. Ce qui est pas négligeable, mais pas non plus. Alors bon, je suis arrivé au bout, mais pas dans un super état, et puis vraiment plutôt à la fin du classement. Mais parce que aussi j'ai mal géré les 2 nuits, voilà, des choses comme ça. Mais le, voilà, ce que j'en tire moi, c'est que le plus important, c'est de vivre des choses. Voilà, quel que soit le classement et quel que soit l'état à l'arrivée, tant qu'on n'est pas vraiment blessé complètement, tant que ça impose pas un arrêt derrière, c'est que, enfin un arrêt long et non maîtrisé, bah voilà, c'est que du positif en fait tout ça. Donc il faut tenter les choses. Un beau message, ça vaut le coup effectivement de tenter ce genre de trucs qui nous sortent de notre zone de confort et voilà, qui nous apprennent des choses sur nous-mêmes. Ouais, exactement. Ouais, ouais. On dit, il y a beaucoup, on dit souvent repousser ses limites, mais en fait, ouais, je suis, mmh, c'est c'est aller un petit peu plus loin en fait. Je pense que les limites sont vraiment très très loin. Et mais, mais se connaître un peu mieux, ouais. Et puis vivre des trucs rigolos parce que même quand tu es à la peine, si c'est pas vraiment un gros problème physique, si c'est que du moral qui craque, bah si tu t'arrêtes, bah tant pis, c'est pas grave. Et puis si tu passes ce cap-là, c'est tellement bon après, même de repenser que t'étais mal et que tu te dis, waouh, c'était bien d'aller creuser si profond dans la noirceur de l'âme, comme dirait un copain, Gaël. Eh bien, écoute, merci Stéphane pour cette petite heure ensemble, c'était très sympathique. Merci Emmanuel. Merci de relancer enfin relancer ou de lancer complètement de zéro cette idée participative là. Et donc j'ai hâte quand même de t'interviewer. Bon, on verra ça. En 2030, j'ai un créneau. Ça marche, je serai là. Allez, à très bientôt et merci encore et bonne journée. Eh bien, merci à toi. À très bientôt, ouais. À plus.